des personnes les plus fragiles. Le Conseil des ministres a examiné énormément d'ordonnances en un temps record en application de la loi d'urgence sanitaire. Et nous nous sommes à nouveau réunis ce matin autour du président de la République pour adopter des textes qui permettront de mettre en œuvre des mesures complémentaires de court terme, telles qu'annoncées par le président de la République lors de son dernière allocution. Je vais donc céder d'ores et déjà la parole au Premier ministre pour vous faire une présentation globale des décisions qui ont été adoptées ce matin en Conseil des ministres. Puis Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Olivier Véran présenteront de manière détaillée ces différentes mesures. Monsieur le Premier ministre. Bonjour. La crise sanitaire sans précédent contre laquelle nous luttons tous ensemble exige des réponses à la hauteur du choc que nous subissons. Ce choc, il est brutal pour les Français, il est brutal dans leurs inquiétudes face à la maladie, il est brutal s'agissant de son effet sur le système hospitalier, il est brutal compte tenu de l'impact sur notre économie que va avoir ce confinement et le ralentissement, voire l'arrêt complet de l'ensemble des systèmes productifs des pays voisins. Devant un tel choc, il faut faire face, et nous faisons face. Nous faisons face, évidemment, d'abord grâce à l'incroyable dévouement de tout le personnel soignant du pays. Nous faisons face grâce aux moyens exceptionnels que nous mettons en œuvre pour sauver notre économie et pour prendre en compte la situation des Français, la multiplicité des défis et des épreuves qu'ils connaissent. Avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, et Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, nous venons aujourd'hui vous présenter les chiffres qui traduisent les moyens que nous mettons en œuvre dans le projet de loi de finances rectificative, conformément aux engagements du président de la République. Sur le plan budgétaire, alors que nous avions présenté dès la mi-mars une enveloppe exceptionnelle de 45 milliards d'euros en soutien à l'économie et au système sanitaire, nous avons porté le plan d'urgence à un total de 110 milliards d'euros. C'est évidemment un plan d'une ampleur exceptionnelle. Le texte qui est présenté aujourd'hui permet notamment de renforcer de façon très significative nos dispositifs de soutien à l'urgence économique. Le financement de l'activité partielle est porté à 24 milliards d'euros et le fonds de solidarité en faveur des très petites entreprises et des indépendants est porté à 7 milliards d'euros. Le texte nous permet également de nous doter d'instruments puissants d'intervention au capital des entreprises en difficulté avec l'ouverture d'une enveloppe de 20 milliards d'euros. Enfin, ce projet de loi de finances rectificative traduit l'effort historique en faveur de notre système sanitaire. 8 milliards d'euros sont prévus pour les dépenses exceptionnelles de santé, pour faire face à l'épidémie, permettant d'investir dans l'achat de matériel et de masques pour près de 4 milliards d'euros et de financer les mesures pour le personnel soignant. Enfin, ce projet de loi de finances rectificative nous conduit aussi à réviser nos prévisions macroéconomiques dans un climat d'incertitude extrême pour prévoir une contraction du produit intérieur brut de l'ordre de 8%. En conséquence, notre déficit devrait atteindre 9% du PIB et notre dette 115% du PIB. Comme l'a indiqué le président de la République, nous devrons prolonger ce plan, une fois la crise sanitaire maîtrisée, par des mesures ambitieuses de relance pour aider notre économie à redémarrer vite et fort. L'objectif aujourd'hui, c'est de sauvegarder. Demain, ce sera de relancer. Cette crise, vous le savez, elle soumet un certain nombre de nos concitoyens à une pression très particulière dans leur engagement professionnel ou compte tenu des fragilités particulières ou des vulnérabilités qu'ils présentaient. Je pense d'abord, évidemment,
aux soignants et à tous ceux qui accompagnent les soignants dans nos établissements de soins. Ils sont en première ligne jour et nuit, par leur professionnalisme, par leur courage, par leur dévouement, par leur sens du devoir. L'hôpital tient, le système sanitaire tient, alors même qu'il est soumis à une pression considérable. Nous savons tous, au fond, ce que nous leur devons. Traduisant la volonté du président de la République, nous verserons donc une prime exempte de tout prélèvement fiscal ou social, c'est-à-dire net de tout, de 1 500 € à tous les personnels qui gèrent la crise du Covid-19 dans les hôpitaux des départements les plus touchés, ainsi qu'au personnel des services ayant accueilli des patients Covid dans les départements les moins touchés. Et pour tous les autres personnels des hôpitaux ne bénéficiant pas du taux maximal tel que je viens de le décrire, nous verserons 500 €. Le gouvernement a aussi décidé que les heures supplémentaires effectuées à l'hôpital pendant la crise sanitaire seraient valorisées beaucoup plus fortement que les heures supplémentaires habituelles, à hauteur de 50% en plus. Le gouvernement souhaite également qu'une prime soit versée aux personnels qui remplissent une mission décisive au sein des EHPAD et des services à domicile du secteur médico-social. Nous devons, en la matière, échanger avec les collectivités locales, en particulier avec les départements, qui en sont souvent les financeurs, pour déterminer les conditions de financement de cette prime. À côté des soignants de la fonction publique hospitalière, à côté de l'ensemble des personnels de la fonction publique hospitalière, il y a les autres agents de la fonction publique d'État et aussi de la fonction publique territoriale. Pour la fonction publique d'État, certains agents ont fait preuve d'un engagement remarquable. Alors, en tant qu'employeur, l'État souhaite marquer sa reconnaissance envers ses personnels à travers le versement d'une prime défiscalisée d'un montant maximal de 1 000 € net, modulable en fonction de la durée d'engagement des agents. Pour la fonction publique territoriale, nous offrons la possibilité aux employeurs la possibilité de verser dans les mêmes conditions d'exemption de prélèvement fiscal ou social un maximum de 1 000 € par agent. Enfin, à côté des personnels de la fonction publique hospitalière, à côté des personnels de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale, il y a les plus démunis. Nous devons les aider à surmonter ce moment de crise qui fait peser sur eux des difficultés accrues. C'est le sens de l'aide exceptionnelle de solidarité voulue par le président de la République. Depuis le début du confinement, les familles doivent faire face à des charges supplémentaires qui sont souvent de nouveaux poids financiers pour les plus fragiles. Comme les crèches et les cantines ont fermé, elles doivent faire face à des dépenses supplémentaires pour les repas, leurs dépenses énergétiques augmentent, des nouvelles charges, des charges de trop qui peuvent les installer dans des situations dramatiques. Nous avons également entendu l'appel des associations de lutte contre la pauvreté, que je voudrais remercier ici pour leur travail quotidien. Aussi avons-nous décidé de verser dès que possible, c'est-à-dire le 15 mai prochain, 150 € par ménage au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique. S'y ajouteront 100 € supplémentaires par enfant. Nous avons également décidé de verser 100 € par enfant pour les ménages qui ne sont pas éligibles au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique, mais qui sont bénéficiaires des allocations pour le logement. Ce sera automatique, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire. Et je précise que les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé qui touchent les aides au logement, ces aides au logement, seront aussi concernés. Au total, ce sont plus de 4 millions de foyers qui seront bénéficiaires de cette aide d'urgence. Toutes ces mesures de soutien et de reconnaissance visent à prendre la mesure du choc unique auquel nous sommes tous ensemble confrontés et auquel nous devons répondre, et à accompagner les Français en ces temps de risque et d'incertitude. Je vais laisser à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin et à Olivier Véran le soin de présenter dans le détail ces mesures, leur calibrage, leur impact. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc à la suite du Premier ministre, je voudrais juste vous présenter le cadrage macroéconomique
du projet de loi de finances rectificative que nous avons présenté en Conseil des ministres avec le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Nous avons retenu, comme le Premier ministre vient de vous l'indiquer, une prévision de croissance à moins 8% pour l'année 2020. C'est un chiffre élevé, ce n'est pas un chiffre définitif. C'est un chiffre qui correspond aux prévisions des économistes et de la plupart des organismes multilatéraux, puisque le Fonds monétaire international vient de définir sa prévision de croissance pour la zone euro à moins 7,5%. Nous avons révisé ce chiffre de croissance au vu de 3 éléments. Le premier, c'est la durée du confinement, portée jusqu'au 11 mai. Le deuxième, c'est la progressivité de la reprise économique, que nous observons par exemple en Chine, et qui devrait être progressive aussi dans les pays de la zone euro et notamment en France. Et en troisième lieu, c'est le point le plus important, en raison des fortes incertitudes qui pèsent sur le développement de la crise économique partout dans le monde. Nous ne savons pas quel sera le choc aux États-Unis, qui est un de nos premiers partenaires commerciaux, qui est une source d'inquiétude particulière pour nous. Nous ne savons pas quel sera l'impact sur les pays en développement. Et je veux rappeler notre très grande préoccupation avec le président de la République sur l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie des pays en développement, en particulier chez nos partenaires africains. C'est ce qui nous a amené à prendre un certain nombre de décisions multilatérales ces dernières 24 heures pour soutenir les pays en développement. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ce projet de loi de finances rectificative, il vise aussi à améliorer un certain nombre de dispositifs d'urgence que nous avions mis en place. Et la méthode sera toujours la même. Réagir rapidement, écouter les retours et corriger le dispositif pour qu'il réponde toujours mieux aux attentes des entreprises. Nous avons fait ce choix de soutenir notre économie, de la protéger. Nous continuerons de le faire le temps que durera cette crise sanitaire. S'agissant du soutien aux petits entrepreneurs, nous avons décidé dans ce projet de loi de finances rectificative d'améliorer le fonds de solidarité qui va passer, comme l'a indiqué le Premier ministre, de 1 milliard d'euros à 7 milliards d'euros. Ils seront désormais éligibles un certain nombre d'entrepreneurs qui n'étaient pas éligibles auparavant. Je pense aux agriculteurs en groupement d'agriculteurs. Je pense aux entreprises en situation de difficulté, de redressement judiciaire. Je pense également aux conjoints collaborateurs, qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui vont être élargis pour que le plus grand nombre possible de petits entrepreneurs, moins de 10 salariés, puissent avoir accès à ce fonds. La deuxième amélioration que nous apportons, c'est que vous savez que dans ce fonds, il y a 2 étages, un premier à 1 500 € et un deuxième qui peut aller jusqu'à 2 000 € au cas par cas pour aider les entreprises les plus en difficulté. Le deuxième étage du fonds sera porté de 2 000 € à 5 000 €. Enfin, nous avons entendu toutes les critiques des entrepreneurs qui nous disaient que le mois de mars 2019, qui servait de point de référence pour la perte de chiffre d'affaires, moins 50% entre mars 2019 et mars 2020, n'était pas le bon point de référence. Nous calculerons donc la perte de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois de l'année 2019. Nous allons également apporter de nouveaux soutiens aux entreprises plus importantes, que ce soit les PME, les ETI, ou les entreprises stratégiques. S'agissant des entreprises stratégiques, je vous ai déjà indiqué que j'avais adressé au président de la République et au Premier ministre une liste d'une vingtaine d'entreprises que nous considérions comme stratégiques et fragilisées en capital par la crise économique actuelle. Nous allons donc porter le montant du compte d'affectation spéciale de l'Agence des participations de l'État à 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros supplémentaires sur le compte d'affectation spéciale pour pouvoir apporter du capital à ces entreprises. En deuxième lieu, nous allons abonder le fonds de développement économique, qui ne disposait jusqu'à présent que de 75 millions d'euros. Il disposera désormais, avec ce projet de loi de finances rectificative, de 1 milliard d'euros. Le fonds de développement économique, il a vocation à soutenir cette fois-ci les entreprises de taille intermédiaire, celles qui ont 250, 300, 400 salariés, qui sont au cœur de notre tissu industriel, qui ont un impact direct aussi sur les activités de services. Souvent, elles sont en situation de fragilité, elles peuvent avoir du mal à trouver un prêt garanti. Eh bien, elles pourront disposer de ce soutien de l'État sous forme d'un prêt direct de l'État. Ce n'est plus une garantie, c'est un prêt direct de l'État,
pour une enveloppe qui est un total donc de 1 milliard d'euros, cette aide directe de l'État devant évidemment être accompagnée d'une amélioration de la situation de l'entreprise et, le cas échéant, de restructuration pour redonner à l'entreprise sa compétitivité. Enfin, le troisième élément, c'est pour toutes les PME qui n'ont pas réussi à trouver de prêts garantis par l'État et qui ont besoin impérativement de trésorerie pour redémarrer. Ça peut être une entreprise de décolletage dans la vallée de l'Arve qui a besoin d'acheter des matières premières, elle n'a plus de trésorerie, elle ne peut pas redémarrer. Ça peut être un hôtel-restaurant important, il a besoin de trésorerie, d'acheter des matières premières et il n'a pas les moyens pour redémarrer. Eh bien, il pourra bénéficier d'une avance remboursable de l'État, puisque nous avons décidé de dégager 500 millions d'euros d'avance remboursable pour les PME, pour les aider à redémarrer. Ça leur donnera la trésorerie nécessaire pour acheter les stocks dont elles ont besoin, redémarrer, et elles rembourseront ensuite lorsqu'elles auront eu un retour à meilleure fortune. Voilà les quelques indications que je voulais vous présenter pour ce projet de loi de finances rectificative que nous allons présenter immédiatement avec Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale, ce qui ne nous permettra malheureusement pas de répondre à vos questions. Merci à tous. Bien, bonjour à tous. À la suite du Premier ministre et du ministre de l'Économie et des Finances, donc un projet de loi de finances rectificatif numéro 2 qui porte à 110 milliards, tout confondu, l'intervention publique pour un plan qui est un plan d'urgence, qui n'est pas un plan de relance. Viendra le moment sans doute plus tard de prendre des modifications budgétaires sur ce plan de relance de l'économie voulu par le Président de la République. Mais dans ce plan d'urgence, il y a effectivement la continuité de ces trésoreries qui sont décalées par les charges, donc notamment sur les charges sociales ou l'impôt sur les sociétés. Évidemment, cela continuera le temps du confinement décidé par le gouvernement. Dans le deuxième point, il y a évidemment des crédits budgétaires qui sont mis, alors d'une part pour recharger, si je peux me permettre l'expression, ce qui avait déjà été mis en place sur le projet de loi de finances rectificatif numéro 1, c'est-à-dire le chômage partiel désormais porté à 24 milliards d'euros et le fonds d'indemnisation, évoqué à l'instant pour les entrepreneurs qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On est ce matin à 917 800 entrepreneurs qui ont demandé ce fonds auprès de la Direction générale des finances publiques en 15 jours, donc quasiment 1 million d'indépendants qui l'ont demandé directement au service des impôts. Nous avons également des droits nouveaux, si j'ose dire, c'est les mesures économiques annoncées par le Président de la République. Il s'agit bien sûr du fonds prévu de 20 milliards d'euros auprès de l'Agence de participation de l'État ou du fonds d'avance qu'a évoqué M. le ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agit également de mettre 2,5 milliards d'euros de dépenses que nous pourrions appeler accidentelles ou imprévues, dont nous demandons au Parlement l'autorisation d'avoir cette poche un peu exceptionnelle, vu la configuration économique de notre pays. Notamment, cette poche prévoira le paiement de la prime précarité qu'a évoqué le Premier ministre tout à l'heure, pour une hauteur à peu près de 900 millions d'euros. Et puis nous avons des dispositions très importantes dans ce PLFR 2, notamment la défiscalisation et la désocialisation des primes évoquées tout à l'heure pour toutes les fonctions publiques. Nous avons également des prêts pour nos territoires ultramarins, notamment pour la Nouvelle-Calédonie, 240 millions d'euros, qui est dans une situation compliquée bien évidemment. Et puis nous avons tout un tas de dispositions techniques qui nous permettent d'avancer dans la réponse à la crise économique. Par ailleurs, nous avons prévu 8 milliards d'euros à la main, si j'ose dire, du ministre de la Santé et des Solidarités et au ministre des Comptes pour pouvoir faire face au budget de la sécurité sociale, qui est un budget à part, pour pouvoir faire face aux dépenses imprévues et aux difficultés fortes qu'a le système évidemment de santé pour acheminer soit de la marchandise ou pour effectivement revaloriser le personnel soignant. Monsieur le ministre en dira, j'imagine, quelques mots dans quelques instants. Voilà en quelques mots ce projet de loi de finances rectificatif numéro 2. En 3 semaines, c'est donc 110 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour pouvoir accompagner l'économie française et singulièrement les entrepreneurs et les salariés de notre pays. Et effectivement, comme l'a dit le ministre de l'Économie et des Finances, nous allons aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat pour défendre cela devant les commissions. Vendredi, adopté par l'Assemblée, nous l'espérons. Mardi pour le Sénat pour que le projet de loi de finances soit effectif et les crédits abondés dès la semaine prochaine pour soutenir l'économie française. Il y a peut-être un tout petit mot sur les primes et sur les congés, parce que par ailleurs, il y a des décrets qui vont être pris dans quelques instants. Je mets à part encore la fonction publique hospitalière. Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités le précisera pour ce qui est des agents qui sont sous sa responsabilité. Il y a donc une prime d'État décidée qui sera donc défiscalisée et désocialisée pour les agents et sous la responsabilité de chacun des ministères, de chacun des employeurs
pour effectivement l'octroyer, qu'il y aura un plafond de 1 000 € comme cela a été évoqué, la possibilité pour les collectivités locales de mettre en place effectivement également cette prime avec un plafond de 1 000 € et sur leur responsabilité entière pour définir les agents et le montant pour le versement de cette prime qui sera également défiscalisée et également désocialisée. D'ailleurs, les collectivités locales non plus en tant qu'employeurs ne paieront pas de charges sur ces primes. Et puis nous avons pris une ordonnance présentée par le secrétaire d'État auprès de moi, Olivier Dussopt, qui permet notamment de faire comme pour le privé, l'utilisation des jours de congé et règle le compte épargne-temps dans les difficultés que nous connaissons aujourd'hui dans le fonctionnement de la fonction publique, soit qu'il s'agisse de gens qui sont en télétravail ou qui sont en ASA, en autorisation spéciale d'absence. Voilà, je vous remercie à vous. Bonjour à tous. En complément de ce que vient de dire le ministre du Budget, 8 milliards de plus sur les dépenses de santé. Si je devais faire un équivalent en objectif national de dépenses d'assurance maladie, le fameux indicateur ONDAM, ça positionnerait cet ONDAM à plus de 7%. Cette année, plus de 7%. Il faut remonter très loin dans les archives pour trouver des niveaux de dépenses pareils. Et c'est tout à fait normal, compte tenu des achats de matériel, compte tenu du coût du fonctionnement de notre hôpital et de la médecine de ville dans la période, des engagements très forts du gouvernement visant à compenser les pertes d'activité dans le secteur public et dans le secteur privé, et les mesures d'accompagnement des professionnels de santé. J'y viens tout de suite. Le Premier ministre l'a dit, la mobilisation de l'ensemble des soignants dans notre parc hospitalier, au sens large du terme, depuis plusieurs semaines. Cette mobilisation est exemplaire. Elle permet de sauver des vies chaque jour. Vous le savez, nous avons atteint un plateau dans l'épidémie de coronavirus qui sévit dans notre pays et qui sévit dans le monde. Un plateau qui s'accompagne encore d'un niveau de saturation élevé de nos hôpitaux. Plus de 32 000 malades hospitalisés dans nos hôpitaux aujourd'hui et encore plus de 6 500 patients admis en réanimation. Cet effort extraordinaire, cette dynamique d'innovation qui a permis d'augmenter le nombre de lits de réanimation, qui a permis d'accueillir les patients dans des filières adaptées à l'hôpital et notamment aux urgences. Cet effort collectif doit être récompensé. Le président de la République s'y était engagé à Mulhouse le 23 mars dernier en parlant de deux façons de procéder. Des façons à court terme, à savoir une majoration des heures supplémentaires effectuées, et elles sont nombreuses, par les soignants dans nos hôpitaux, et puis une prime exceptionnelle. Et dans un deuxième temps, il avait parlé d'un grand mouvement de revalorisation dans l'hôpital et d'investissement pour la santé. C'est donc ce premier volet qui vous a été présenté par le Premier ministre. J'y reviens très brièvement. Dans tous les départements dans lesquels l'épidémie a été intense, une trentaine de départements à date dans notre pays, l'ensemble des soignants, tout corps de métier, les internes inclus, les agents administratifs inclus évidemment, percevront une prime sans impôt, sans charge, sans taxe, équivalente à 1 500 € qui leur sera versée dès le mois de mai. S'ajoute à cette prime une majoration équivalente à 50% des heures supplémentaires. À nouveau, une majoration sans fiscalité, sans charge, sans taxe, sans impôt. En moyenne, c'est plus de 600 € rien que pour la majoration des heures supplémentaires. C'est-à-dire que quand vous additionnez les deux, vous avez en moyenne plus de 2 000 €. Évidemment, les heures supplémentaires, ça dépendra du nombre d'heures que chaque agent aura effectué, mais ça vous donne une idée de la moyenne de plus de 2 000 € pour tous les agents de l'hôpital qui auront exercé en zone de circulation active du virus, mais également pour tous les agents de l'hôpital, tous métiers confondus, qui auront exercé dans des services appelés services Covid+, qui sont des services qui ont été amenés à prendre en charge des malades du coronavirus en dehors des zones de forte activité épidémique. Il y a plus de 108 établissements qui sont ainsi concernés s'agissant de cette catégorie d'hôpitaux. Et puis, pour tous les autres qui ont eu à s'adapter, qui ont eu à se préparer, eh bien, il y a une prime qui est versée, à nouveau sans impôt, sans charge, sans taxe, 500 € qui leur sera versée au mois de mai, et également pour eux, une majoration à 50% des heures supplémentaires, à nouveau sans fiscalité rajoutée. Et on est également en moyenne à 600 € pour la majoration d'heures supplémentaires, c'est-à-dire que chaque agent concerné percevra l'équivalent de plus de 1 000 € en moyenne de revalorisation pour tout ce qui aura été réalisé. Au total, c'est un coût pour l'État de plus d'1,3 milliard d'euros, un coût qui sera amplifié, et c'est tout à fait normal, et le Premier ministre l'a également évoqué, par la prime qui sera très rapidement discutée, puis attribuée
dans tout le secteur du médico-social et notamment les EHPAD. Vous savez que dans les EHPAD, ce sont des efforts de réorganisation, d'adaptation, de prévention, avec des mesures d'isolement collectif ou individuel. Et le maintien en poste dans des conditions parfois difficiles des soignants, il est tout à fait normal qu'ils puissent bénéficier d'une reconnaissance, et ce sera le cas très prochainement à l'issue d'une négociation. Le deuxième volet, le Premier ministre l'a également évoqué, c'est cette aide exceptionnelle de solidarité qui sera versée à 4 millions de ménages, des familles précaires, des travailleurs pauvres, qui ont vu d'une part leurs dépenses du quotidien augmenter. C'est aller faire ses courses à la supérette de la rue, ça coûte plus cher que quand on peut aller dans des centres commerciaux qui parfois proposent des tarifs inférieurs. C'est la fermeture des cantines qui proposent des tarifs sociaux qui font que ça coûte moins cher de nourrir ses enfants à la cantine que de les nourrir à la maison. Ce sont ces travailleurs précaires qui ont perdu leur emploi juste avant ou pendant la crise et qui ne bénéficient désormais que des minima sociaux tels que le RSA ou l'ASS. Ce sont ces ménages qui ont connu parfois une baisse importante de revenus occasionnels, comme des petits travaux, qui leur permettaient bien souvent de boucler leur fin de mois. À mon tour de remercier et de saluer toutes les associations de terrain avec lesquelles nous avons travaillé, mais d'associer également mes collègues, le ministre du Logement, Julien Denormandie, ma secrétaire d'État, Christelle Dubos, ainsi qu'Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la petite enfance, qui ont beaucoup œuvré auprès des associations pour arriver à cet effort important de la nation, près d'1 milliard d'euros, et qui permettra de verser, dès le 15 mai, 150 € à tous les allocataires du RSA de l'ASS. C'est l'aide versée aux demandeurs d'emploi en fin de droit, et une somme de 100 € par enfant, également versée à tous les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et des aides au logement. Je répète, 4 millions de ménages percevront cette aide exceptionnelle de solidarité, et je tenais à nouveau à le souligner. Enfin, le Conseil des ministres a été l'occasion de présenter une ordonnance portant dispositions générales que je ne vais pas détailler ici, simplement vous dire qu'il y ait lieu de l'allègement d'un certain nombre de charges administratives pour les établissements de santé qui ont beaucoup à faire et qui vont voir un certain nombre de contraintes administratives être au moins temporairement levées. Il s'agit également de dérogations à la participation financière des usagers à certains soins et des prolongations de ce qu'on appelle les dispositifs ALD pour les maladies chroniques et les affections longue durée, des mesures dérogatoires pour les indemnités journalières, notamment dans le milieu agricole, pour permettre de financer un remplacement de garde d'enfants, des mesures également qui concernent les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, travailler là également avec la secrétaire d'État en charge du handicap, Sophie Cluzel, pour compenser les baisses d'activité des services de soins à domicile. Des mesures relatives à l'outre-mer, avec la prolongation des droits aux revenus de solidarité, le RSO, et puis d'autres mesures relatives au décalage de réformes et procédures. Je pense notamment à toutes les procédures qui concernent les médecins diplômés hors Union européenne. Et pour compléter, la ministre du Travail avait également 2 liens avec cette ordonnance générale. Une mesure portant adaptation de l'activité partielle qui est étendue aux cadres dirigeants, aux salariés portés, aux entreprises de travail temporaire. Et puis une mesure, enfin, adaptant l'apprentissage et la formation, permettant de déroger aux âges et aux durées de formation maximum pour l'apprentissage et la formation. Je vous remercie. Je ne sais pas si je prends quelques questions, Sibeth. Si vous avez des questions. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Mathieu Coach, BFM TV. Je serai le porte-parole de mes consoeurs et confrères. Première question d'Olivier Faye du Monde. Jean-François Delfessier a évoqué ce matin devant le Sénat qu'il ne savait pas si le fait d'avoir des anticorps était un élément absolu de protection, ce qui remet en cause l'importance d'effectuer des tests sérologiques. Est-ce la raison pour laquelle le président de la République n'en a pas parlé lors de son allocution? Et sait-on si les personnes qui ont été atteintes du Covid sont ou non immunisées? Si Jean-François Delfrécy, lui-même, très grand virologue, reconnu dans la profession, fait part de l'incertitude qui est celle de toute la communauté scientifique mondiale par rapport à certaines caractéristiques propres au coronavirus, vous imaginez bien que le ministre des Solidarités et de la Santé, quand bien même serais-je médecin, ne pourra pas vous apporter une réponse plus claire. Oui, il y a des choses que nous ne savons pas par rapport à ce virus. Il faut savoir, pour que chacun comprenne, que lorsque vous êtes infecté par un virus, comme par exemple la grippe, votre système immunitaire ne reconnaît pas au début ce virus, laisse rentrer le virus qui se multiplie dans les cellules, provoque des symptômes, une maladie, puis votre système immunitaire apprend
à combattre contre le virus se développe, se multiplie et finalement expulse le virus, détruit les cellules infectées, expulse le virus, permettant à la personne de guérir. Il reste de ce combat acharné du système immunitaire contre un agent infectieux ce qu'on appelle une mémoire immunitaire, qui est portée par la présence d'anticorps, des immunoglobulines. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que cette mémoire, elle fait en sorte que si le virus tape à nouveau à la porte quelques jours ou quelques semaines plus tard, cette fois-ci, le système immunitaire a appris, il ne se laisse pas avoir, il ne laisse pas rentrer le virus et il combat le risque d'une deuxième infection. Pour cet agent infectieux, comme pour d'autres, quand ils émergent dans la nature et qui n'étaient pas jusqu'ici connus, se pose la question de savoir quelle est la qualité de l'immunité, de cette mémoire de votre système immunitaire lorsque vous avez été infecté. Plusieurs questions. D'abord, est-ce que vous développez à chaque fois des anticorps ou est-ce que vous ne développez des anticorps qu'en cas de forme grave? Deuxièmement, combien de temps après l'apparition du virus vont apparaître ces anticorps? C'est important puisque quand on fait une sérologie, un test sérologique, c'est la recherche de la présence de ces anticorps dans votre sang. Mais si vous faites une sérologie trop tôt, admettons que les anticorps n'apparaissent qu'au bout de 3 ou 4 semaines, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une hypothèse. Si vous faites une sérologie tout de suite, vous n'allez pas trouver les anticorps, mais ça ne dira rien de votre mémoire immunitaire qui peut en réalité se développer progressivement. Et enfin, l'autre question, c'est si vous avez une mémoire immunitaire, est-ce que c'est une bonne mémoire, durable, efficace, ou est-ce que c'est une mémoire fragile, fugace et temporaire? Autant d'hypothèses, autant de questions qui sont partagées par la communauté scientifique, et Jean-François Delfraissy a raison de l'aborder, autant de questions qui se posent à nous, responsables politiques, pas qu'en France, dans le monde entier, et quand nous disons que nous devons être modestes et faire preuve d'humilité face à ce virus et à la façon de s'y opposer, c'est l'illustration parfaite des questions qui se posent encore à nous. Nous aurons la réponse à cette question, mais nous n'aurons la réponse qu'à force d'observation, que lorsque suffisamment de temps sera passé pour que nous puissions déterminer chez des gens qui ont été malades il y a longtemps s'ils ont conservé une mémoire immunitaire et s'ils l'ont conservée à tous les coups et si elle est efficace. Et pourquoi le président a-t-il dit qu'il ne fallait pas tester toute la population, que ça n'aurait aucun sens? Parce que là, vous parlez d'autre chose. Vous parlez d'autre chose. Il y a 2 tests. Ce test sérologique, pour aller chercher les anticorps, c'est celui dont je viens de vous parler. Et il y a ce qu'on appelle les tests. Alors, on peut les appeler tests antigéniques, en tout cas des tests viraux, si vous préférez, ceux que l'on réalise par des prélèvements, ce qu'on appelle un écouvillonnage au niveau du nez et de la gorge, qui là ne va pas chercher des anticorps. Ils sont présents dans le sang, vous ne les trouvez pas de cette manière-là. Il va chercher la trace du virus. Et donc, le test par PCR, le test dont parlait le président de la République, c'est un test qui ne permet de savoir que si vous êtes malade et porteur du virus au moment où vous faites ce test. Si vous avez été malade la semaine dernière et que vous êtes guéri, vous avez peut-être des anticorps. Dans ce cas-là, c'est un test sérologique qui permettra, avec toutes les limites que j'ai exposées, de le chercher. Mais si vous avez été malade la semaine dernière et que vous êtes guéri, on peut vous faire un écouvillonnage dans le nez, on ne trouvera pas de virus. À l'inverse, si vous devez être malade demain, ce que je ne vous souhaite pas, évidemment, on peut vous prélever aujourd'hui. Vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas été personne contact d'une personne malade, mais vous dites, moi je veux que tout le monde soit testé. Très bien, on vous fait un prélèvement aujourd'hui, il est négatif. Demain, vous tombez malade. On refait un test. Donc c'est toute la différence. Et c'est important que les Français comprennent cela. Tester tout le monde sans symptômes, c'est en fait partir à la pêche à des informations extrêmement évolutives et très peu informatives. Pour bien comprendre, il faudra des tests de sérologie sur toute la population. Pas forcément sur toute la population, pour les raisons que vous avez évoquées vous-même et qui ont été évoquées par le professeur Jean-François Delfraissy. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est efficace ? Ce que je peux vous dire, c'est que nous mettons tout en œuvre pour disposer en quantité à la fois des tests PCR et à la fois des tests sérologiques. Alors, Pardon, c'est une réponse longue, mais je crois que c'est une question importante et je vous remercie de l'avoir posée. Ça permet à nouveau d'éclaircir les choses. Alors, une question de Jérémy Trottin d'RMC. Le chef de l'État a indiqué lundi soir que les personnes âgées et les personnes à risque devront rester confinées au-delà du 11 mai. Alors, est-ce que ce confinement sera obligatoire ? Comment sera-t-il appliqué ? La France est-elle sur la même position que la Commission européenne qui préconise un confinement des seniors jusqu'à la fin de l'année ? Et puis le professeur Delfraissy a dit ce matin aussi qu'il y avait environ 18 millions de Français à risque. Le gouvernement confirme-t-il ce chiffre ? Sur la première partie de votre question, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous plaire, mais elle est sincère. C'est que le président de la République a donné 15 jours au gouvernement et au Premier ministre pour lui faire des propositions en vue de la levée progressive du confinement le 11 mai, si les conditions sont réunies.
je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Nous avons un temps de préparation qui est absolument nécessaire. Le président de la République a raison de faire le distinguo entre une personne qui a très peu de risques de faire une forme grave de la maladie et donc de développer des complications et d'aller en réanimation, et des personnes qui statistiquement ont plus de risques. Des personnes très âgées, déjà très malades, déjà très fragiles. Ces personnes-là, nous devons les protéger. C'est ce que nous faisons avec, par exemple, la grande campagne de dépistage et d'isolement dans les EHPAD. Nous avons toujours, et souvenez-vous, lorsque le confinement a été progressivement installé, il a été d'abord question des personnes qui avaient au-delà d'un certain âge ou qui étaient dans un état de fragilité qui faisait qu'on leur a conseillé, avant même de demander à tous les Français de le faire, de rester chez elles et de se préserver. Nous n'aurons que cette ligne de conduite, c'est-à-dire protéger les plus fragiles vis-à-vis du virus. Mais il ne s'agit pas, je vous le dis, d'imposer pour imposer des mesures dont je sais très bien qu'elles sont des contraintes qui peuvent être très lourdes au quotidien et dans la durée. Nous aurons à faire le juste équilibre des choses. Cet équilibre, nous le ferons en concertation avec les scientifiques, en concertation avec les médecins et pour l'intérêt général. Une question d'Adrien Beck d'Europe 1. Vous indiquez que la fabrication de masques grand public évoquée par Emmanuel Macron a débuté depuis plusieurs semaines. Chaque Français pourra-t-il en avoir un dès le 11 mai, comme l'a promis le président? À quelle quantité estimez-vous les besoins et seront-ils obligatoires ou conseillés? Et enfin, seront-ils gratuits? Vous vous doutez de ce que je vais vous répondre. À nouveau, je comprends parfaitement l'impatience et les interrogations des Français, qui sont nombreuses. Et on pourrait passer ainsi en revue un très grand nombre de questions, parler des écoles, parler bien sûr des transports en commun, parler de la reprise d'activité dans notre pays. Ces questions sont parfaitement légitimes, parfaitement légitimes. Ce que les Français savent désormais, c'est que nous avons un cap, une date, celle du 11 mai. Cette date, c'est celle qui doit nous permettre d'être parfaitement prêts. Et ils ont une deuxième date, c'est la date de dans 15 jours, qui est la date à laquelle nous devons présenter aux Français notre programme de sortie du confinement. La question des masques grand public, leur mode de distribution, savoir s'ils sont gratuits ou payants, je reprends un certain nombre de questions qui peuvent être posées, le nombre de masques qui seront disponibles par foyer, les conditions de port de ce masque, est-ce qu'ils seront obligatoires, systématisés, facultatifs, est-ce qu'il y en aura dans les écoles? Ces questions-là, si nous ne vous répondons pas aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train d'y travailler d'arrache-pied. Nous sommes les premiers à le faire. Il n'y a pas d'exemple autour de nous de pays qui a développé des masques grand public, fabriqués dans des conditions normées, sécurisées, en très grande quantité, disponibles pour la population. Laissez-nous, au-delà de l'attente qui est légitime à nouveau des Français, laissez-nous le temps de planifier, de programmer, d'organiser pour avoir quelque chose de structuré et de définitif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je me permets de vous signaler l'adoption par ailleurs de quelques textes supplémentaires. Un premier texte présenté par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a présenté un projet de loi ratifiant une ordonnance précédemment vue que j'avais eu l'occasion de vous présenter et qui autorise la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires en raison de l'état d'urgence sanitaire. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a également pour sa part présenté une ordonnance qui, en réalité, apporte des ajustements à des règles que nous avions fixées précédemment par une ordonnance du 25 mars 2020. C'est bien la preuve que nous nous adaptons et qu'en fonction des remontées de terrain, nous sommes susceptibles de modifier les mesures qui sont prises. L'objectif de la présente ordonnance est de tenir compte de ces difficultés dans différents secteurs d'activité. Je pense en particulier à la construction et à l'immobilier, et il s'agit donc d'apporter des réponses aux difficultés qui étaient soulevées. Voilà ce que je pouvais vous dire pour clore mon propos de nos échanges du Conseil des ministres, et je me tiens à votre disposition pour répondre à quelques questions. Alors, une question de Dania Nussbaum de Bloomberg. L'entreprise Amazon menace aujourd'hui d'interrompre toutes ses activités suite à la décision de la Cour de Nanterre de réduire ses ventes aux biens essentiels. Pensez-vous que l'activité d'Amazon est essentielle en France aujourd'hui et comment comptez-vous réagir à ce potentiel arrêt ? Alors d'abord, je voudrais avoir un propos général et un propos particulier. De manière générale, le gouvernement est particulièrement attentif à ce que, dès lors qu'un de nos compatriotes est amené à travailler dans l'état d'urgence sanitaire que nous connaissons, son employeur, puisque c'est sa responsabilité, mette en place toutes les mesures sanitaires qui répondent aux exigences de nos autorités sanitaires en matière de distance de protection, en matière de matériel de protection, en matière d'organisation des modalités de travail pour que chaque
travailleurs en France puissent travailler de manière sécurisée. Ce propos général, il s'applique à l'ensemble des entreprises sur le territoire national. Et pour le cas particulier d'Amazon, je n'ai pas vocation à commenter une décision de justice et la réaction de l'entreprise afférente. Question d'Isabelle Roberts des Jours. Vivendi va verser des dividendes en France et procéder à des rachats d'actions tout en bénéficiant du chômage partiel pour certaines de ses filiales. Alors vous aviez dit que ça n'était pas compatible. Qu'allez-vous faire ? La règle n'a pas été modifiée en l'occurrence et donc le ministre de l'économie et des finances sera amené à réagir en conséquence. Ce que nous avions édicté comme règle, c'était le fait que dès lors qu'en France nous avions des entreprises ou des filiales ou que sais-je qui avaient bénéficié d'argent public, il était anormal qu'elles puissent verser des dividendes en France. Et donc le ministre de l'économie et des finances aura, à n'en pas douter, à se saisir de ce sujet. Une question d'Adrien Gendre de TF1 et LCI. Est-ce que la question des municipales sera traitée dans le cadre du plan de déconfinement avant le 11 mai ou traitée séparément ? Et si on peut rouvrir les écoles le 11 mai, pourquoi ne pourrait-on pas tenir des élections ? Alors, pour être très simple, je vous renvoie à une ordonnance que nous avons d'ores et déjà prise concernant les élections municipales. Cette ordonnance est très claire. Elle prévoit que le gouvernement remette au Parlement un rapport avant le 23 mai 2020 qui permet d'évaluer la situation sanitaire et donc de dire si oui ou non des élections municipales pour ce qui est du second tour peuvent se tenir avant la fin du mois de juin. Ce qui est certain par ailleurs, c'est qu'au-delà de la prochaine étape que nous aurons à franchir, celle du déconfinement à partir du 11 mai, déconfinement qui, je le rappelle, et c'est important à marteler, sera un déconfinement progressif, partiel et sur lequel nous aurons de manière régulière, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs que nous mettrons en place, à regarder ses effets pour bien nous assurer qu'il ne met pas en danger ou qu'il ne met pas en danger notre stratégie de freinage de la propagation de l'épidémie. Et donc nous aurons à regarder de manière régulière la situation sanitaire française et en particulier pour ce qui est des élections municipales, nous aurons le 23 mai un rapport qui nous dira si oui ou non on peut tenir de manière sécurisée d'un point de vue sanitaire ces élections municipales. Le cas échéant, si ce n'était pas le cas, le Parlement aurait à se réunir pour définir une nouvelle date. Une question de Marine Pentier pour l'agence Reuters. Donald Trump a annoncé la suspension des versements américains à l'OMS. On se souvient que le président de la République avait récemment refusé de voir l'Organisation mondiale de la santé être enfermée dans une guerre Chine-États-Unis. C'est donc une étape supplémentaire qui a été franchie. Quelle est la réaction de la France ? Et est-ce que la France considère que la gestion de l'OMS a été bonne depuis le début de la crise ? C'est une situation évidemment que nous regrettons car vous connaissez l'attachement de la France et singulièrement du président de la République au multilatéralisme. Il a eu l'occasion depuis le début de cette crise à de nombreuses reprises de prouver son engagement dans ces instances multilatérales à travers la réunion évidemment des 27 membres de l'Union européenne mais également du G20, du G7, différentes instances qui ont conduit notamment à ce qu'un certain nombre de décisions puissent être prises. Je pense en particulier à l'aide qui sera apportée aux pays africains dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette aide aux pays africains reposera sur un certain nombre d'outils, en particulier sur l'OMS, mais également sur le Fonds mondial que nous avons reconstitué de manière récente, sur United, sur le Gavi qui s'occupe des vaccins en particulier, mais également sur un moratoire appliqué à de nombreux pays africains et qui permettra de repousser des échéances de prêts internationaux ou bilatéraux à l'égard de ces pays. Nous regrettons donc, à chaque fois qu'il y a une encoche dans le multilatéralisme, que cette encoche ait lieu et nous espérons évidemment vivement qu'il y ait un retour rapide à la normale et que l'OMS qui a fait face à une pandémie inédite, tout comme l'ensemble des pays du monde, puisse effectuer de manière sereine le travail qui est le sien. Question de Cédric Pietralunga pour Le Monde. Le Conseil scientifique a-t-il été consulté sur la date de déconfinement et a-t-il approuvé celle du 11 mai ? Un rapport de ce Conseil sur le déconfinement était attendu la semaine dernière. A-t-il été rendu ? Et le Conseil est-il toujours consulté régulièrement par le Président de la République ?
Les choses sont très claires. Le conseil scientifique, comme le conseil CARE que nous avons mis en place pour ce qui est des sujets de recherche, sont régulièrement consultés par le gouvernement, sont également consultés de manière régulière des sociétés savantes. Ça peut être l'Académie de médecine, ça peut être l'association des virologues, les épidémiologistes également. Et l'ensemble de ces éléments nous permet de forger notre doctrine en matière sanitaire. Nous avons ensuite, en tant que gouvernement, à prendre des décisions qui sont politiques, qui évidemment s'appuient sur le rationnel scientifique qui nous est apporté par ces différentes sociétés savantes et singulièrement par le Conseil scientifique. Mais une décision politique est une décision qui est politique, qui est motivée à la fois par des considérations sanitaires et en l'occurrence, dans la crise que nous sommes en train de vivre, elle est principalement motivée par des considérations sanitaires. Mais nous avons aussi eu en tête, c'était le cas pour le président de la République dans ce choix de la date du 11 mai, nous avons eu aussi à cœur de répondre à d'autres impératifs, en particulier des impératifs sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait cette réouverture progressive des établissements scolaires, car nous savons que pour une partie de la population française, une partie de nos enfants, il y a un véritable risque de décrochage scolaire, de décrochage social, car il est évidemment plus simple, quand on est dans une famille relativement aisée, de faire l'école à la maison dans de bonnes conditions que quand on vit dans un quartier défavorisé. C'est aussi avec cette nécessité-là que le gouvernement a pris cette décision politique. Est-ce qu'on peut comprendre que le Conseil scientifique n'avait pas recommandé ou approuvé cette date du 11 mai, mais plutôt une autre date? Le Conseil scientifique aura l'occasion de publier son avis, donc ça n'est pas à moi de préempter ce qu'est cet avis, et donc je vous renvoie à la publication qui aura lieu. D'accord. Une autre question sur... Vous aviez transmis, oui, c'était une question qui s'adressait plutôt à Bruno Le Maire, mais à laquelle vous pourrez certainement répondre. Il avait été transmis au président de la République une liste de grandes entreprises à sauver, quoi qu'il en coûte. Cela concerne quel secteur? Combien d'entreprises sont concernées? Avez-vous connaissance de risques de rachat hostile? Et le gouvernement est-il prêt à mettre son veto, si nécessaire, comme il vient de le faire pour Photonis? Alors, vous le savez, en matière d'opération de marché, il est de bon ton de ne ni citer d'entreprise, a fortiori compte tenu des entreprises qui pourraient être éventuellement concernées. Je pense que j'éviterai également de citer des secteurs, car cela pourrait perturber les marchés. Ce qu'il est important de retenir, au fond, c'est que notre pays est prêt à faire face à des opérations inamicales qui pourraient déstabiliser des entreprises sur le sol national. Nous avons d'ores et déjà, dans le compte spécial d'exploitation de l'État, qui au fond relève de l'Agence des participations de l'État et qui s'occupe des participation des actions de l'État dans les entreprises. Nous avons d'ores et déjà mis de côté, si j'ose dire, 20 milliards d'euros qui nous permettront, le cas échéant, de monter au capital d'entreprise lorsque nous le jugerons nécessaire afin de les protéger. Comme Air France KLM? Comme je vous le disais, nous avons, pour des précautions de marché, je préfère ne pas citer de nom d'entreprise spécifique, même si c'est un bon exemple que vous avez cité là. Une question de Jean-Marie Chazot pour France Ô, Outre-mer, la première. Quelles sont les mesures prises pour venir en aide aux étudiants ultramarins dans l'Hexagone qui n'ont pas pu rentrer chez eux? Et quelles sont les mesures économiques spécifiques pour les territoires du Pacifique qui ne bénéficient pas des aides nationales vu leur statut pour faire face évidemment à la crise économique provoquée par le Covid-19? Pour ce qui est des États des collectivités du Pacifique, nous avons débloqué un prêt AFD. C'est dans le cadre du projet de loi de finances rectificative qui pourra leur venir en aide, bien entendu. Pour ce qui est des étudiants ultramarins, la ministre des Outre-mer a eu l'occasion de faire un point de manière récente sur ce sujet-là. Nous savons que nous avons, je crois, si le chiffre est bon dans ma tête, 20 000 étudiants qui seraient concernés, à qui on a demandé un effort particulier parce qu'on leur a demandé de ne pas retourner chez leurs parents au début du confinement pour éviter la propagation justement de l'épidémie et du coronavirus. C'est un effort qui est difficile parce qu'ils se sont retrouvés parfois seuls dans de petits appartements avec un certain nombre d'aides collectives habituellement apportées qui n'étaient plus là. Je pense par exemple à la restauration universitaire. Cet effort, nous le prendrons évidemment en compte et la ministre des Outre-mer, en lien avec le Premier ministre, aura l'occasion de faire un certain nombre de propositions dans les jours à venir pour pouvoir les aider, notamment organiser leur retour dans leur foyer originel.
Alors, je sais qu'il est encore un peu tôt, puisque le 11 mai n'est que dans 4 semaines, mais il y a quand même un certain nombre de questions sur les écoles qui nous viennent de Laurence Perron de France Inter et Alison Tassin de TF1. Sur quels critères les écoles vont-elles rouvrir? Géographiques, sociaux? Des dispositions seront-elles prises sur le nombre d'enfants dans les classes et les gestes barrières? Quand aura-t-on un calendrier précis? Et est-il envisageable que certains territoires restent entièrement confinés après le 11 mai? Le cas échéant, comment assurer une égalité pour tous au sein de l'éducation nationale? Voilà, si vous pouvez répondre à ça. Ce qui préside à l'ensemble des décisions que nous serons amenés à présenter sous quinzaine. Et donc, je vous renverrai à la présentation de ces différentes mesures, en particulier pour ce qui concerne l'école. C'est évidemment, à chaque instant, de préserver la sécurité des enfants, la sécurité des personnels enseignants, mais également la sécurité de tous les personnels, au fond, administratifs et techniques qui seront aux côtés des enfants. Nous avons aussi un sujet de préoccupation pour assurer la sécurité sanitaire des intervenants du périscolaire sous la responsabilité directe des collectivités locales. Donc vous comprenez bien que nous avons beaucoup de concertations à réaliser, à la fois bien sûr avec les représentants des parents d'élèves, avec les organisations syndicales représentatives de l'éducation nationale, mais également avec les collectivités territoriales qui nécessairement auront à participer de la réouverture des établissements. Le premier critère qui sera le nôtre sera donc un critère dans notre capacité à assurer la sécurité sanitaire de tous ceux qui reviendront à l'école. Dans son intervention, le président de la République a évoqué des critères de temps et d'espace, ce qui renvoie au fond à l'idée que l'école au mois de mai et de juin ne ressemblera probablement pas, même certainement pas, à la manière dont nous faisions l'école avant le début du confinement. Il conviendra donc de nous adapter à la nouvelle donne, car au moment du 11 mai, nous aurons toujours une épidémie existante. Et nous aurons à faire en sorte que toutes les mesures soient prises pour réussir cet après 11 mai. En ce qui concerne le calendrier de présentation de l'organisation scolaire, cela se fera dans 15 jours lorsque nous présenterons le plan général de déconfinement pour l'ensemble du pays. J'ai encore deux petites questions. Jean-Rémy Baudot d'Europe 1 voudrait savoir ce que le président a laissé entendre quand il a dit qu'il voulait consulter après la crise, au-delà des partis et des syndicats. Faut-il s'attendre à un nouveau grand débat national? Sous quelle forme faut-il y voir les prémices d'un futur gouvernement d'union nationale pour reconstruire le pays? Alors c'est une question ambitieuse car à ce stade, vous le savez, le gouvernement est concentré dans la gestion du confinement. C'est tous les jours de la gestion de crise que nous faisons avec acharnement, avec détermination, avec énormément de volonté. Nous sommes aussi concentrés pour travailler sur l'après 11 mai, pour réussir cet après 11 mai, et donc savoir ce qui se passera dans un hypothétique gouvernement d'union nationale n'a honnêtement, dans l'immédiat, pas lieu d'être. Le président de la République, dans son intervention, a indiqué qu'il souhaitait consulter les différentes composantes de la nation. Il faut y voir par là, évidemment, les organisations politiques, syndicales, patronales, mais également les ONG, les associations, au fond, que sont les forces vives de la nation. Sur la manière dont il entendra consulter ces différentes composantes de la nation, je ne peux à ce stade pas vous apporter de réponse et je vous invite à vous rapprocher du service de presse de l'Élysée. Une question de Rama Sofia Rajdi de l'agence américaine USPA. Le président de la République, lors de son allocution, a aussi parlé de fraternité, d'humanité, de se réinventer, et lui le premier. Alors que voulait-il dire par cela, si vous en avez une idée? Et est-ce que ça pourrait se traduire par la nomination d'un ministre du bonheur fondé sur le bonheur national, à l'instar des Émirats arabes unis et du Bhoutan? Alors, il ne m'appartient pas à la place du président de la République de déterminer ce que sont les champs d'action ministériels et donc c'est sur proposition du Premier ministre qu'il lui revient de le déterminer. Je ne pourrais donc pas m'avancer là-dessus. La question évoquait le fait que le président de la République ait invité tout le monde à sortir des sentiers battus idéologiques habituels, à ne pas, au fond, ce qu'on entend parfois, projeter ce que nous aurions aimé dans le monde d'avant, voire advenir, pour le plaquer sur ce que serait l'après-Covid-19. Nécessairement, dans une crise de la nature de celle que nous sommes en train de vivre, comme lorsque toute l'humanité a eu à faire face à de grandes crises, nous devons nous remettre en cause, nous devons nous interroger sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Nous avons dans la crise et dans la gestion de la crise que nous venons de vivre des éléments de fierté. Notre système sanitaire, au prix de beaucoup d'efforts de ses personnels, a réussi à tenir.
il n'a pas été totalement submergé. Nous avons vu se développer des solidarités nouvelles entre les Français en direction des plus fragiles. Ce sont des motifs de fierté. Le président de la République l'a dit, il y a eu aussi des ratés et sur lesquels nous devrons regarder précisément comment, pour la suite, améliorer les choses. Mais cette grande crise, elle doit nous amener à réfléchir évidemment sur nous-mêmes, mais nous réinventer. Et donc c'est avec la perspective que nous aurons à faire des changements de paradigme que le président de la République a eu ce mot dans le cadre de son discours. Je vous remercie. Merci à vous.